directeur du GEPAN, groupe d'études et d'information sur les phénomènes aériens aérospatiaux non identifiés, toujours la faute, qui va nous faire donc une conférence de présentation de ce service, ainsi que sur les illusions de perception. Xavier, merci. Voilà, donc quelques mots sur le GEPAN que certains connaissent. En introduction, je vais vous parler du CNES, Centre National d'Études Spatiales, dans lequel le GEPAN est inclus. Donc le GEPAN est un des services du CNES. Donc ne confondez pas le Centre National d'Études Spatiales avec le Centre National de la Recherche Scientifique. C'est pas du tout les mêmes missions et les mêmes genres d'organismes. Donc le CNES, vous avez entendu parler du CNES par le lanceur Ariane, qui a été conçu effectivement au sein du CNES. Maintenant, les dernières versions d'Ariane sont conçues avec l'Agence spatiale européenne. Au CNES, on fait des satellites, on conçoit des satellites d'observation de la Terre, des satellites pour la science. Ça, c'est un satellite d'observation des étoiles pour la détection d'exoplanètes, le satellite COROT. On a des gros programmes dont vous n'entendez pas trop parler dans la presse, mais c'est normal. C'est tout ce qui est défense satellite pour la défense nationale, essentiellement en optique, en reconnaissance optique. Et puis, on travaille sur l'Internet du futur, plutôt l'Internet des zones non urbaines, par satellite aussi. Donc, il y a plusieurs projets en cours à ce sujet-là. Donc, le CNES, c'est 4 centres. Le siège, à Paris-Idéal. Le gros centre technique de Toulouse, d'où je viens, où on est presque 2000 personnes. Le centre spatial guyanais. Et la direction des lanceurs qui est à Paris et qui s'occupe d'Ariane. Donc vous voyez, 1700 personnes à Toulouse, 200 à Paris-Doménil pour le danseur, environ 200 au siège. En Guyane, 300, mais le centre spatial guyanais, il y a beaucoup plus que le CNES, le centre spatial guyanais. Il y a beaucoup de gens de l'Agence spatiale européenne et surtout beaucoup d'industriels en ce contrat. Voilà, à Toulouse, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la politique technique, les systèmes innovants. On développe les nouveaux systèmes orbitaux. Quand on parle de systèmes orbitaux, c'est les projets de satellites. On lance des ballons aussi pour les besoins scientifiques. Des ballons qui sont lancés hors métropole généralement, soit en Atlantique, soit en Antarctique et tout ça. Et on s'occupe d'opérations de mise à poste de satellites. Et depuis peu, on a une mission un peu particulière de certification de tous les satellites français, privés ou publics, à conformité à la loi spatiale. La loi spatiale, c'est une loi qui impose, entre autres, de s'occuper de la fin de vie des satellites. C'est-à-dire de s'occuper faire en sorte que les satellites retombent sur Terre ou au moins ne produisent pas de collision avec d'autres systèmes. Sur l'aspect sécurité et défense, le CNES a plusieurs missions. Surveillance de l'espace, on calcule en permanence en fait tous les risques de collision de nos satellites en orbite avec les autres corps qui peuvent aller sur des orbites proches ou qui pourraient provoquer des collisions. Voilà, il y a une surveillance optique, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, arrivons au GEPAN. Alors, le GEPAN, c'est une vieille histoire. Ça a commencé en 1977. Voilà, alors Jean-Claude Bourret, tout à l'heure, nous parlera de ces époques, je pense. Jean-Claude Bourret est sûrement un des catalyseurs de la création du GEPAN en 1977, à l'époque où il était très souvent à la télévision. Donc, créé par Claude Poher, qui est l'instigateur du GEPAN. La création du GEPAN n'est pas une initiative gouvernementale, c'est une initiative du CNES, et plus précisément de Claude Poher, qui a réussi à convaincre sa hiérarchie de créer ça, sachant qu'au niveau de l'État, ça a quand même été très bien accueilli, parce que le sujet OVNI à l'époque était très à la mode et préoccupait l'armée de l'air, la gendarmerie et des gens comme ça. Ils étaient bien contents qu'un organisme public veuille bien s'occuper du sujet. Voilà, en 80, alors après 11 ans,
les résultats scientifiques étaient quand même assez décevants, on va dire, hein, parlons les choses clairement. C'est-à-dire que on n'avait toujours pas déterminé ni de preuves de présence extraterrestre, ni à l'inverse prouvé non plus que tout s'expliquait. Donc il y a eu une réduction de moyens, on a changé de nom, on a rajouté la mission d'étude de phénomènes de rentrée atmosphérique. Donc là il y a une période où le GEPAN a été... Jean-Jacques Velasco avait très peu de moyens, et il a tenu le coup malgré un contexte vraiment peu engageant pour lui. Voilà, donc au début des années 2000, il a même été question de fermer le GEPAN. Il y a eu quand même, avant de le fermer, il y a eu un audit, c'est-à-dire une enquête auprès des grands organismes publics, toujours les mêmes, Gendarmerie, Armée de l'air, CNRS, la presse aussi ont été consultés pour voir si vraiment c'était intéressant qu'un organisme public continue à s'occuper de traiter les témoignages inexpliqués. Et la réponse a été unanime, qu'il était nécessaire que dans un pays comme nous, comme la France, il y ait un service public qui traite ces sujets-là. Mais dans les recommandations, une recommandation très importante, avec un besoin d'information du public qui avait été jugée insuffisante dans les organismes précédents. Alors 2000-2005, c'était le début de l'explosion d'Internet, hein, donc bien évidemment l'information, elle devait se faire par Internet. Et en 2007, il y a eu mise à disposition sur Internet des dossiers du GEPAN. Et on est toujours sur ce schéma-là, c'est-à-dire que le GEPAN d'aujourd'hui est le GEPAN tel que désiré, on va dire, par les personnes qui ont été interrogées dans cet audit. Voilà. Alors, maintenant on arrive un peu au cœur du sujet. Comment on travaille au GEPAN? Qu'est-ce qui se passe? Donc le GEPAN, qu'est-ce que c'est? Un petit service de 4 personnes. Et on reçoit tous les jours, des rapports d'observation de personnes qui ont vu des choses qui les ont surpris. Alors, notre méthode est la suivante. On commence par qualifier l'étrangeté du phénomène. Est-ce que c'est une photo sans témoignage direct? On reçoit beaucoup de ça. On reçoit beaucoup de photos sans témoignage direct. Il y a des gens qui ont rien vu de leurs yeux, mais ils ont vu des photos bizarres sur leur appareil photo. Ils ont vu des taches blanches, ils ont vu des ronds, ils ont vu des trucs comme ça, et ils se demandent ce que c'est. Alors, maintenant, on en reçoit tellement comme ça, qu'on ne fait même plus de publications, on répond simplement aux témoins, mais on ne fait plus de dossiers publiés, tout ça. Donc tout ça, c'est très peu étrange, et on explique toujours les phénomènes, enfin ces photos, avec divers effets d'optique, ou des petits objets ou des animaux qui passent devant les photos. Hein. Bon, il y en a quelques-uns qui arrivent à résister à les analyses, mais enfin, avec ces explications-là, en principe, on couvre 99% des cas. Donc, c'est la première catégorie de signalement. Deuxième catégorie, ce sont les points lumineux immobiles ou quasi immobiles dans le ciel. Donc ça, c'est des observations qui sont longues, généralement, plusieurs minutes. Des gens qui ont vu des points qui étaient soit fixes, soit qui se déplaçaient lentement. Donc là aussi, pratiquement toujours, on a une explication de nature astronomique. Ou alors, si c'est des points même fixes, ça peut être des éclairages au sol. Des éclairages au sol. Récemment, j'ai traité un cas où c'était un nouvel éclairage d'une piste de quad ou de motocross, je crois, une piste de motocross que la municipalité avait fait éclairer récemment. Donc le témoin a vu cette lumière là, insolite, parce qu'il ne l'avait jamais vue avant, tard dans la soirée. Voilà. Donc c'est le genre de choses comme ça. Donc ça, tout ce qui est point fixe ou point en déplacement. Ensuite, on a une autre famille de témoignages, de phénomènes, qui sont les points en déplacement rectiligne dans le ciel pendant quelques minutes. Donc là, on est sur les avions, les satellites, les choses comme ça. Hein.
Alors on ne trouve pas forcément toujours l'explication, mais même si on ne trouve pas l'explication, ça reste quand même quelque chose de pas très étrange. Même si ça a une forme de triangle, par exemple. Ensuite, on a les points de déplacement rectiligne très rapides dans le ciel. Donc là, on est dans la famille des bolides, hein, les chutes de météorites. On va développer ça tout à l'heure. Voilà. Et enfin, on a les autres cas. Les autres cas qui, là, pour nous, sont déjà d'un niveau de complexité largement supérieur. Et c'est pour ces cas-là, généralement, qu'on va faire des enquêtes. Il y a des phénomènes qui ont un comportement qui est non linéaire, ou alors des événements rapprochés. Donc là, on va faire une enquête sur place, on va envoyer quelqu'un qui va interroger le témoin, etc. Voilà, alors notez bien cette espèce de hiérarchie. Alors après, on met ça sur un tableau, avec donc l'étrangeté, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. Donc l'étrangeté, on a les photos là, on a les points fixes ici, les points qui vont tout droit, de plus en plus vite, et puis par ici, les points ou les phénomènes qui sont en déplacement non linéaire, quoi, non rectiligne. Hein, voilà. Et ensuite, pour qualifier le témoignage, on a une autre échelle qui est l'échelle de la consistance, c'est-à-dire la solidité du témoignage et l'ensemble, la somme des informations qu'on a pour caractériser le phénomène. Vous voyez ? Alors on part du principe que, alors c'est arbitraire, hein, qu'à 0,7, c'est un témoignage humain normal. Voilà, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un de bonne foi qui nous fait un témoignage, on va dire que c'est 0,7. Voilà. Si ce témoin est accompagné, par exemple, de son épouse, bon, on va monter à 0,8, par exemple, mais pas beaucoup plus quand même, parce qu'il comme ils se connaissent, ils ont pu soit être victimes de la même illusion, soit s'être donné le mot. Bon. Par contre, si on reçoit un autre témoin qui n'a aucun rapport avec les premiers et qui a décrit la même chose, là on va monter à 0,9 par là, 0,8, 0,9. Deux témoins indépendants, ça c'est vraiment intéressant. En plus, s'ils sont un peu éloignés, ça peut permettre d'estimer la distance, ça c'est vraiment bien. Et puis s'il y a une photo ou une vidéo, bien sûr, ça fait monter le compteur, quoi. Donc même déjà un témoin avec une vidéo ou une photo, on est déjà à 0,75, 0,8, etc. Voilà, et en fonction de ça, eh ben, on tombe sur ces cases-là, A, B, C, D. Alors vous voyez, la case C, c'est toute la moitié en bas, là. C'est tous les cas où on va avoir un phénomène qui est relativement étrange, mais avec quand même un manque de consistance, quoi. Voilà, si quelqu'un dit qu'il a vu une soucoupe dans son jardin, mais qu'il est tout seul, à l'avoir vu, bon, c'est pas mal, mais on va tomber sur 0,7, un truc très étrange, on va tomber dans cette catégorie dite C, c'est-à-dire qui est a priori, on va dire que le témoignage manque de consistance vu l'étrangeté de ce qu'a déclaré le témoin. Voilà, donc A, c'est les cas parfaitement expliqués, hein, c'est-à-dire les choses peu étranges, même si la consistance n'est pas très très bonne, on va s'en contenter. B, c'est des cas donc, où on a une bonne probabilité d'explication. Et D1 et D2, on est dans les cas inexpliqués, c'est-à-dire avec déjà une bonne étrangeté, mais une consistance qui est éventuellement un peu insuffisante. Voilà. Ces deux cas devraient être remplis. Hein, Voilà, donc voilà un peu comment on essaye quelle est la méthode qu'on utilise pour classer les observations. Voilà. Bon, là c'est ce que j'ai raconté. Alors, donc nous de notre côté, hein, on est ouvert à toutes les hypothèses, hein, mais on a quand même le devoir de vous informer des méprises potentielles qu'ont pu faire les témoins. Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Écrite de façon plus claire. Voilà. Alors maintenant on va rentrer au cœur vraiment de l'analyse du témoignage humain, puisque vous vous doutez qu'on traite essentiellement du témoignage humain. Alors tout ce que je vais vous dire, c'est pour expliquer comment on essaye de tirer le meilleur du témoignage humain, sachant que par nature le témoignage humain n'est pas quand même toujours très très fiable. Les assureurs, les policiers, tout ça le savent très bien. Néanmoins,
il contient quand même énormément d'informations. Voilà. La difficulté pour nous, c'est à partir d'un témoignage humain, comment savoir ce qui est factuel et comment savoir ce qui a été peut-être mal interprété ou mal décrit par le témoin. Alors on va essayer de faire, j'ai fait une classification de perturbateurs possibles. Voilà. Alors quand je parle du témoignage humain, c'est ce que je vais expliquer là, ça applique à absolument tout le monde. Hein. Pour moi, tous les témoins sont aussi capables ou incapables, mais aussi capables les uns que les autres. Moi avec. Hein. On ne fait pas de hiérarchie dans les témoins. Pour nous, les pilotes d'avion, ils ne sont pas mieux notés que les agriculteurs. Hein. Voilà. Parce que vous allez voir que tout ce que je raconte là peut s'appliquer en fait à absolument tous les témoins. À partir du moment où on a des yeux et un cerveau, on est un instrument de mesure fort intéressant, certes, mais avec des biais possibles. D'ailleurs, quand on fait des analyses de photos aussi, c'est pareil. Hein. Quand on analyse une photo, la photo n'est pas la preuve de la réalité. Aussi, bon, là, je ne fais pas le cours d'analyse de photos aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de biais. On pourrait faire le même tableau pour une analyse de photos, en fait. Voilà. Bon, mais il se trouve, là, on va faire pour le témoignage humain. Voilà, alors d'abord, au niveau de la vision. Au niveau de la vision, tout le monde n'a pas une vue excellente. Donc il y a des gens qui ont une mauvaise vue, des gens qui ont des lunettes mal adaptées, etc. Quelqu'un qui... nous on a eu récemment un cas de quelqu'un qui décrivait des roues lumineuses dans le ciel, là. Bon, c'est un problème de rétine. On a eu une autre... Enfin bon, donc les défauts de vision, ça existe. Hein. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, par exemple, pour ce genre de choses, d'avoir même deux témoins qui se connaissent. Déjà, on peut éliminer les défauts de vision s'ils décrivent la même chose. Vous voyez. Possibilité d'aveuglement aussi, donc quand des phénomènes très lumineux, je pense aux phénomènes comme les bolides par exemple, qui sont extrêmement lumineux. Après l'observation, le témoin peut décrire des choses qui n'ont pas réellement existé en fait, qui sont le résultat de cette problématique de la persistance rétinienne. Au niveau de la vision aussi, on a un effet assez étonnant, assez mal connu, qui s'appelle l'illusion autocinétique. Alors ce truc-là, dans certains cas, si vous observez un point lumineux dans le noir, vous pouvez être amené à le voir osciller, lentement, comme ça. Ou quand vous suivez un point lumineux qui traverse le ciel, typiquement la Station spatiale internationale, certains témoins, dans certains cas, je n'ai pas réussi à bien caractériser quand ça arrive, peuvent voir soit avancer un zigzag, soit faire des avancées comme ça. Alors moi, j'ai essayé d'être victime de cet effet-là. J'ai réussi dans un seul cas, lorsque je voyais passer deux avions qui passaient dans le ciel proches l'un de l'autre au niveau angulaire. Quand j'avais l'œil sur un, je voyais l'autre qui avançait comme ça. Et quand je suivais le second, je voyais le premier qui avançait comme ça. Voilà. Bon, donc il faut savoir que c'est des choses qui arrivent. Et on verra des exemples. Au niveau de la perception, alors là on rentre déjà dans le cerveau, hein, problématique d'estimation de distance que je vais développer plus tard, qui est la clé de toutes les affaires d'OVNI. La clé de toutes les affaires d'OVNI sont des mauvaises estimations de distance. On va y revenir, je vais redévelopper ça tout à l'heure. Il faut partir du principe que on ne peut pas estimer correctement la distance d'un objet qu'on n'a pas vu. Voilà, je vais développer tout à l'heure. Ensuite, on arrive dans les émotions. La plupart des témoins de PAN, d'OVNI, sont généralement très surpris, ont une très grosse émotion qui perturbe leur sens et leur perception. Ça peut même perturber de façon physiologique. C'est-à-dire que vous pouvez, en cas de peur, par exemple, on peut avoir l'audition qui est inhibée, carrément. Quand on a quelque chose de visuel extrêmement perturbant, l'audition peut être inhibée. De façon... c'est le cerveau qui concentre toute son énergie sur le spectacle visuel
et a posteriori, on va avoir l'impression d'un silence total. En fait, c'est un effet bien connu des psychologues. Hein. Dans le même genre, on a le phénomène qu'on appelle de sidération. Il y a des gens qui sont paralysés carrément, en cas de grosse émotion, grosse peur. Des gens qui sont... voilà, là aussi, c'est un phénomène qui est connu. Voilà. Et enfin, on rentre dans la problématique de l'interprétation. Alors, quand on voit quelque chose, il faut savoir que le cerveau ne supporte pas de ne pas comprendre le spectacle qu'on voit. Donc, pour un témoin qui voit quelque chose, un disque lumineux dans le ciel, par exemple, il faut qu'il rapproche ça de quelque chose qu'il connaît, quoi. Si c'est quelqu'un qui est du monde de l'aéronautique, il va se rapprocher d'un avion, il va imaginer un avion un peu bizarre. Si c'est quelqu'un qui vient de lire 3 bouquins sur les ovnis, il va reconnaître l'ovni de je ne sais pas quel cas célèbre. Et si c'est un astronome, il va rapprocher ça d'une étoile un peu particulière. Voilà. Donc, et ça perturbe le témoignage, bien sûr, puisque le témoin va nous raconter quelque chose dans son monde culturel. Hein. Voilà. Bon, là, on a fini avec l'observation. Après, maintenant, on arrive dans le récit. Dans le récit est écrit un petit peu de temps après. Quelquefois, juste après l'observation, c'est rare, mais le plus souvent, c'est quelques jours après. Et là, on a une problématique, c'est que le souvenir se fige. Alors, quand je dis au premier récit, en fait, c'est plus précis que ça. C'est au dernier récit. Je m'explique. En tout cas, il se fige la première... dès que vous racontez quelque chose, lorsque vous allez re-raconter cette affaire, vous allez raconter la même chose que la première fois, et éventuellement peut-être perturbé par des ajouts que vous allez pouvoir faire. Il y a une blague, il y a la blague du pêcheur marseillais qui raconte qu'il a pêché des poissons de plus en plus gros chaque fois qu'il le raconte. Mais en fait, il est sincère, en fait, le pêcheur marseillais. La première fois, en vrai, il a pêché un poisson comme ça. Mais enfin, il a l'habitude d'exagérer un petit peu, quand même 10%, pas beaucoup. Hein. Donc, il était comme ça, le poisson, donc il a dit à son copain qu'il l'a vu comme ça. Hein. Puis le lendemain, il y a un deuxième copain qui lui dit... Et la taille dont il se rappelle, le pêcheur marseillais, c'est pas la vraie taille du début. Il se rappelle de la taille qu'il a racontée à son premier copain. Et donc à son deuxième copain, il va dire, comme en mémoire il a cette taille, il va rajouter 10%, donc ça va être ça pour le deuxième copain, etc., etc. Et à chaque récit, mais il est sincère. Il est sincère, il est juste qu'il exagère un petit peu à chaque fois. Juste à chaque fois, il augmente un peu la taille par rapport à son souvenir. Voilà, bon, les psychologues de la cognition là, ont une grande théorie là-dessus. Voilà. Bon, il faut savoir quand même que la mémoire humaine, elle est fiable, mais elle est quand même elle est fragile à certains phénomènes. Alors la difficulté pour nous, c'est dans ce récit d'essayer de trouver ce qui est le factuel de ce qui a pu être perturbé par ça. Et enfin, au niveau de la transcription, le vocabulaire et la culture du témoin, alors c'est là il y a une différence entre l'agriculteur et le pilote, c'est qu'ils ne vont pas utiliser le même vocabulaire, ils n'ont pas les mêmes références. Donc en particulier les estimations, les descriptions de déplacements dans le ciel ou des choses comme ça, ça va bien sûr pas être le même langage. Hein. Et nous qui sommes au GEPAN, on a une culture d'ingénieur, on peut faire des mauvaises compréhensions des récits. Alors tout ça pour dire que notre travail, c'est de retrouver le fait initial, sachant que potentiellement, il y a les perturbations ci-dessus. Voilà, je ne vous raconte pas ça pour décrédibiliser le témoignage humain, au contraire, c'est pour en tirer le meilleur. Voilà. L'objectif, c'est d'en tirer le meilleur, parce que si on le prend au pied de la lettre, le témoignage, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. On va voir plusieurs exemples après. Hein. Mais de toute façon, on n'a que le témoignage humain comme moyen d'entrée. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'en tirer le meilleur. Alors voilà un exemple d'illusion de perception. Je vous parlais tout à l'heure
j'ai oublié le terme déjà, illusion autocinétique. Voilà, donc voilà ces témoins donc, qui regardent les étoiles filantes et voient un point lumineux ressemblant à un satellite. Seulement, hop, ils voient des mouvements saccadés de droite à gauche. Voilà. Et le point lumineux disparaissait comme s'il passait derrière un nuage. Donc ça, les mouvements saccadés de droite et gauche, c'est très nettement de l'illusion autocinétique. Et ça, alors, on peut le mettre on peut en être sûr parce que ce témoignage-là était de très grande qualité en termes d'heures précises, de position dans le ciel du phénomène, etc. On est absolument sûr que c'est bien la Station Spatiale Internationale qu'ils ont vu passer. Donc il n'y a aucun doute sur ce qu'ils ont vu. Donc sur un témoignage comme ça, on est certain que cet aspect du témoignage-là, eh ben, c'est un aspect qui n'a pas de réalité. Mais le témoin est sincère, hein, c'est vraiment... voilà. Le témoin raconte vraiment ce qu'il a ressenti. Mais il a été perturbé par sa physiologie qui n'est pas parfaite. Hein. Voilà, ensuite, alors par contre, sur le sujet, le point lumineux disparaissait comme s'il passait derrière un nuage. Et bien ça, on ne sait pas. On ne sait pas si, quand la Station Spatiale Internationale passe, la lumière n'est pas forcément constante. Selon les cas, ça peut être plus ou moins brillant au long du passage. Donc ça peut être ça. Ou il a pu aussi y avoir des nuages que le témoin ne voit pas la nuit. La nuit, on ne voit pas s'il y a les nuages. Donc ça peut aussi être ça. Donc là, par contre, vous voyez, là-dessus, sur ce point précis, à certains moments, le point disparaissait. Là, honnêtement, je ne sais pas si c'est un reste d'illusion autocinétique, si c'est vraiment la station dont la luminosité a varié, ou s'il y avait vraiment des nuages. Là, je ne sais pas. Bon. C'est pas forcément très important pour ce cas-là, mais c'est juste pour vous faire l'exercice dans un témoignage, ce qu'on peut prendre de façon certaine, ce qu'on peut dire que de façon certaine c'est faux, et puis les choses... Alors à la fin du témoignage, 30 secondes, il a disparu totalement. Voilà, alors ça c'est simplement que la station est rentrée dans l'ombre de la Terre. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu passer la Station Spatiale Internationale, c'est un exercice qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie, c'est pas bien difficile. Et effectivement, sur certains passages, on la voit s'éteindre en fait. Et certains interprètent cette extinction comme une disparition. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une extinction parce qu'elle rentre dans l'ombre. C'est le coucher de soleil sur la Station Internationale. Voilà, alors voilà un autre exemple d'illusion autocinétique aussi. Donc c'est un témoin qui nous a fait ce dessin, hein, c'est un dessin qu'il a fait de sa propre main. Donc il l'avait vu comme un satellite, sauf qu'il avait vu un zigzag. Et là aussi, c'est un témoin qui est astronome amateur, qui nous avait décrit très précisément la trajectoire de ce satellite. On a retrouvé exactement le satellite, donc on est certain que cet incident de parcours-là, c'est une illusion de vision. Voilà, alors j'en reviens à la problématique d'estimation de distance. Voilà, donc je commence avec ces petites photos gags. Donc on y croirait presque. Voilà, alors, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour reconnaître pour estimer la distance de quelque chose, on a nos deux yeux qui nous permettent de faire un petit stéréo jusqu'à 10 mètres. Jusqu'à 10 mètres. Au-delà de 10 mètres, ça ne sert à rien d'avoir deux yeux, hein, voilà, pour estimer les distances. C'est en fait uniquement culturel. Si vous voyez un être humain dans un paysage, vous savez qu'un être humain, ça mesure entre 1,50 m et 2 mètres, on va dire. Donc ça vous donne immédiatement la distance approximative, non seulement de l'être humain, mais de la colline sur laquelle il se promène. Si vous voyez une maison de 4 étages posée sur la colline d'en face, vous savez implicitement que les étages, ils font toujours à peu près 3 mètres. Donc vous savez à peu près la taille de la maison et vous allez pouvoir estimer ça. Mais si on vous faisait un faux paysage avec des maisons mélangées avec des étages de 50 cm et des étages de 5 mètres, vous seriez complètement illusionné et vous ne comprendrez plus rien. Alors quand les astronautes étaient sur la Lune, ils étaient perdus.
en termes d'estimation de distance, parce qu'en fait, ils n'avaient aucun repère. Il n'y avait pas d'humain, pas de maison, pas d'arbre, rien. Et tous les cailloux, là-bas, ils ont à peu près tous la même forme, plus ou moins gros. Mais une forme de caillou, bon, pas... Et quand ils n'avaient pas le LEM, vous savez, leur petite voiture lunaire, là, quand ils n'avaient pas en vue, ils étaient incapables d'estimer la distance du rocher qu'ils essayaient d'aller atteindre. C'était dans un monde, finalement, où ils n'avaient plus aucun repère. Voilà. Bon, tout ça pour dire que, pour nous, l'estimation de distance, elle paraît naturelle, mais en fait, elle est extrêmement compliquée. Notre cerveau fait un travail de fou pour estimer la distance des objets qu'on voit, qui sont des objets qu'on connaît. Alors, quand on met dans notre paysage quelque chose qu'on n'a jamais vu, on ne peut pas en estimer la distance, même si on est pilote d'essai. Et alors, surtout la nuit, et surtout quand on voit qu'un point lumineux. Alors, dans nos affaires, on parle beaucoup de points lumineux. Le cerveau, intuitivement, va placer les points lumineux d'autant plus près qu'ils sont brillants. C'est logique. Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Donc si on a un phénomène très 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 lumineux, très lointain, on va penser qu'il est près. Et à l'inverse, un phénomène pas très lumineux, on va penser qu'il est loin. Et là, j'ai quelques exemples à vous proposer. Alors voilà notre petit observateur qui regarde les beautés du ciel, voit un point lumineux traverser son champ de vue en 2 minutes. Et alors ce point lumineux, il peut être à 400 km d'altitude, auquel cas, pendant ces 2 minutes, là, il va avoir parcouru 800 km, ce qui veut dire une vitesse de 24 000 km/h, 6-7 km/s, ce qui est à peu de choses près la vitesse d'un satellite en orbite. Donc, un satellite en orbite, ça va faire un point lumineux qui avance en 2 minutes. Un avion à 10 000 mètres qui vole à 600 km/h, bon, en vrai, ils sont plutôt à 900, hein, mais bon, pour l'exercice, il a fait 20 km, mais ça va aussi faire un point lumineux qui traverse en 2 minutes. Alors, ce point lumineux, si c'est un avion, il va clignoter, mais sous certains angles, peut-être qu'on va peut-être pas si bien le voir clignoter que ça. Voilà. Et si c'est à 200 mètres d'altitude, pour parcourir en 2 minutes nos 400 mètres, là, ça fait une vitesse de 12 km/h, ce qui est la vitesse d'un petit vent d'été, là. Donc notre objet peut tout à fait être un ballon. Là j'ai pris l'exemple d'un ballon lumineux, donc une lanterne taille. Voilà. Et tout ça, en fait, ça se présente plus ou moins de la même façon. Sauf que dans ces exemples-là, la Station spatiale internationale est quand même très brillante, c'est plus brillant que Vénus. Donc pour un témoin standard, on va dire, il va penser, sa référence, ça va être l'avion. Sa référence, ça va être l'avion. Donc comme c'est plus brillant qu'un avion, il va penser que c'est plus bas. Donc un témoin qui voit passer l'ISS, il se dit, voyons, c'est quelque chose qui est plus bas qu'un avion et qui ne clignote pas, c'est pas de chez nous, ça. Vous voyez la logique. Hein. Alors tout ça vient en fait juste de la mauvaise estimation de distance, c'est tout. C'est tout. S'il avait pensé que bien que très brillant, ça pouvait être loin, il aurait dit, eh ben, c'est un gros satellite simplement. Voilà. Et ça tombait. Et à l'inverse, je ne sais pas ceux parmi vous qui ont vu des lanternes taille, bon, c'est des montgolfières en papier, grands comme ça, avec en dessous une espèce de flambeau. C'est quand même pas très très lumineux, c'est une grosse bougie, quoi. Hein, donc, bon, quand c'est en l'air, bon, donc ça paraît. Enfin, les témoins nous le décrivent généralement plus loin que ça n'est vraiment. En vrai, ça vole à, je crois, 100-200 mètres, pas plus haut. Mais comme c'est pas bien brillant, les témoins souvent l'estiment à 1000-2000 mètres. Mais comme ils voient quand même que c'est pas ponctuel, ils voient une taille, ils voient un disque, ils voient une forme de soucoupe ou de madeleine ou de je sais pas quoi. Comme en vrai, ah bah c'est gentil. Voilà. Il paraît qu'on va en voir ce soir. 40. Donc, en vrai, ça fait, donc, une fois déployé, là, ça fait à peu près 50 cm de diamètre. Donc, comme les témoins, enfin, la majorité de témoins l'estiment environ 10 fois plus loin que ça n'est vraiment, ils l'estiment 10 fois plus gros. Donc, pour eux, ils pensent que c'est un disque de 5 mètres qui vole à 2000 mètres. Et ça, c'est drôlement étrange.
Ça, c'est drôlement étrange. Alors qu'en fait, tout ça, c'est qu'un problème de mauvaise estimation de distance. Mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas estimer la distance. Donc, les histoires de lanternes, là, on a des astronomes, professionnels même, qui sont très surpris par le phénomène. On a des pilotes, on a des gens comme ça. Donc, c'est normal qu'on soit surpris. Voilà. Donc, voilà pour l'estimation. Alors, quelques exemples de problématiques d'estimation, de mauvaise estimation de distance. Voilà, des observateurs expérimentés, vous voyez, des contrôleurs aériens. Donc là, ils voient, ils scrutent bas sur l'horizon et ils voient ce qui aurait pu être un hélicoptère au départ. Bon. Lumière entre le blanc et le jaune, pas très grosse, et dans laquelle clignotaient deux lumières, une rouge et bleue alternativement. Alors là, eux, ils se sont fait avoir en plus par le scintillement à basse altitude. Vous savez que les étoiles scintillent, mais les planètes aussi peuvent scintiller à basse altitude, à basse élévation, pardon. Quand elles sont au ras de l'horizon et qu'il y a un peu de vent ou que la journée a été chaude, il y a de la turbulence et ça fait clignoter et on voit, voilà ce que voyaient ces contrôleurs aériens qui regardaient ça aux jumelles. Et l'autre contrôleur aérien qui est dans un autre centre dit que lui il dit c'est pas une étoile, vous voyez. Il dit c'est pas une étoile parce qu'il voit circuler trois couleurs. Et là aussi, alors là, donc c'est problématique, mauvaise estimation de distance, mais qu'objectivement ils ne pouvaient pas faire, de toute façon, tout contrôleur aérien qui sont. Et en plus, le scintillement qui les a induits en erreur, en fait. Mais le scintillement, s'il y a des suricates ici, j'espère que vous l'avez constaté, c'est quelquefois étonnant. Hein. Moi, j'ai regardé aux jumelles Jupiter, que j'ai vu clignoter orange-vert à la seconde. Orange-vert. Orange-vert. Un jour de vent, même du midi, un peu comme aujourd'hui, là, un peu plus fort, bas sur l'horizon. Incroyable, hein. Incroyable. Voilà, donc la première fois que vous voyez ça, bon. Voilà, alors c'est problème aussi d'estimation de distance. Je ne sais pas si vous avez, ceux qui regardent le ciel, là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir passer la 380, c'est un avion qui a l'air de voler plus lentement que les autres. Je ne sais pas si vous avez... Bon. Alors pourquoi ils volent plus lentement? En fait, ils volent exactement à la même vitesse. Je me suis renseigné auprès des gens d'Airbus et auprès des pilotes. Ils me disent, de toute façon, tous les Airbus, ils se posent à la même vitesse. Et les vitesses d'approche, tout ça, c'est tout pareil. Donc, bon. Donc, pourquoi ça paraît aller moins vite? Parce qu'en fait, vous le comparez à votre référence, vous, qui sont les avions les plus fréquents, qui sont la catégorie A320, quoi. Voilà. Et vous voyez que la forme est quasiment identique. Hein. Il faut avoir l'œil quand même bien exercé pour, au premier coup d'œil, comme ça, pour faire la différence. Hein, sur la forme, comme ça. Bon, quand on est un spécialiste, on repère, mais enfin, au premier coup d'œil. Donc en fait, quand vous voyez votre Airbus 380 qui est ici, en fait, vous le prenez pour un 320 qui serait 2 fois plus près. Parce qu'à peu près, c'est à peu près ça le rapport. Hein. Le rapport, c'est à peu près 2 fois, c'est 2 fois hein, en longueur. Hein. Il est carrément 2 fois plus long. Donc en fait, vous l'estimez, comme vous le prenez pour un 320, vous l'estimez bien plus près qu'il n'est vraiment. Voilà. D'accord? Et donc, si mettons le 320, il avance de sa longueur, on va dire, en, je sais pas, mettons 10 secondes par exemple, celui-ci, pour avancer de sa longueur, il va lui en falloir 20 secondes. Donc, il paraît aller plus lentement. C'est rigolo. Voilà l'histoire. Donc on peut s'illusionner largement. Alors un autre exemple qu'on a fréquemment, nous, avec typiquement les lanternes taille, hein. Donc ça je vous ai pris un petit schéma que j'avais fait pour une observation de lanterne, où le témoin me disait, le témoin était passé, ça se passait dans les Alpes, le témoin m'a dit, l'objet que j'ai vu est passé en dessus de la montagne. Donc pour lui, je vous ai dit que les lanternes, généralement, on les perçoit plus loin qu'elles sont vraiment.
Donc le vrai objet était vraiment ici. Lui, comme il n'était pas bien lumineux, il l'a placé là. Et pour lui, angulairement, c'était plus haut que la montagne. Donc pour lui, c'était un objet qui survolait la montagne, qui était peut-être à 10 km de chez lui, alors que ça se passait probablement à 1 km peut-être. Voilà un petit exemple hein, de méprise assez classique. Bon, alors après, je vous ai amené quelques petites photos rigolotes, des petits quiz. Hein. Des petits quiz. Alors ça, c'est une vraie photo de quelqu'un qui a vraiment vu ce phénomène de ses propres yeux, là, ce disque creux. Quelqu'un a une petite idée de ce que ça peut être? Et là, on ne sait pas la taille. Tu as raison, on ne sait pas la taille. À la limite, ça pourrait être presque pourquoi pas un anneau grand comme ça. Bon, en vrai, ça fait quand même 3 mètres de diamètre. C'est un cerf-volant. Voilà, c'est un cerf-volant. Voilà, mais pour estimer la distance de ça, c'est pas facile du tout. Hein. Alors, par analyse de la photo, on peut voir selon le flou, selon le contraste local, etc. On peut avoir une petite idée, mais enfin, c'est pas facile. Voilà, dans l'histoire de la Lune ensuite. L'histoire de la Lune, alors là, on est dans un autre genre d'illusion, on n'est plus dans l'estimation de distance. Est-ce que vous savez, si vous avez tous regardé la Lune de temps en temps, si vous vouliez cacher la Lune avec vos doigts à bout de bras, vous étendez le bras et vous mettez comme ça votre main ou un doigt entre la Lune et vous. À votre avis, combien il faut de doigts, ou quel doigt, ou combien de mains pour cacher la Lune? Une petite idée, qu'est-ce qui se lâche là? Il y en a un qui dit 1 pouce, là. Un doigt. Un doigt. Bon, vous êtes timide, hein. Il y en a qui n'osent pas dire plus. Ouais. 3 doigts. 3 doigts, d'accord. 4. Bon, alors la vraie réponse, alors je vais vous donner une réponse, mais j'aimerais que vous ne me croyiez pas tant que vous ne l'avez pas fait vous-même. Il faut expérimenter soi-même. Voilà. Alors la vraie réponse, c'est que c'est moins que le petit doigt. C'est incroyable, hein. Donc ne me croyez pas tant que vous ne l'avez pas fait. Alors, ce qui est bien, le petit doigt, c'est qu'on l'a toujours avec soi, enfin, à part ceux qui l'ont mis dans une scie. Mais donc ce soir, je crois qu'il y a la Lune, vous pourrez faire l'expérience. C'est bluffant. Hein. Moi, je me suis fait avoir hein, la première fois qu'on m'a fait le coup. Hein. N'ayez pas honte. Et souvent, il y a des gens qui m'ont dit une main, même quelquefois 2 mains. Des gens qui m'ont dit 2 mains. Pardon? Ils avaient des petites mains. Voilà, alors après, pour la Lune, en plus, il y a une double illusion. Parce que selon qu'elle est basse ou haute sur l'horizon, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'elle paraît plus grosse lorsqu'elle est basse sur l'horizon. Ça le fait à tout le monde, ça me le fait pareil. Alors que je sais, voilà, je vous ai montré cette photo pour vous montrer qu'elle est bien pareille tout le temps. Il y a des gens qui vous disent, oui, mais est-ce que l'atmosphère qui grossit? Non, l'atmosphère, elle ne grossit pas. L'atmosphère, elle fait rougir, pardon. Elle fait rougir, l'atmosphère, ça c'est sûr, oui. Mais elle ne fait pas grossir la Lune. Elle peut éventuellement un petit peu l'aplatir. C'est-à-dire quand on regarde de près, une photo au ras de l'horizon, la Lune, elle n'est pas tout à fait ronde, elle est un petit peu aplatie. Le Soleil, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, alors souvent, quand je pose la question de la Lune, il y a des gens qui me disent est-ce que la question, c'est quand elle est basse sur l'horizon, qu'elle se lève et qu'elle paraît bien grosse, ou est-ce qu'elle est en haut? Alors, je leur dis, moi, les 2 réponses. Mais en fait, c'est la même. C'est la même. Voilà. Et ça, c'est un phénomène que les psychologues ont du mal à expliquer. Parce que c'est une illusion difficile à expliquer. L'hypothèse admise, c'est que quand elle est basse sur l'horizon, on la compare aux maisons, aux arbres, aux paysages, et du coup on est dans un autre genre de repère. Alors quand elle est en haut, on est dans le monde des étoiles, et c'est d'autres repères qui permettent de faire ça. Mais c'est très troublant cette histoire de Lune, hein. Très troublant. Enfin, sur le plan de la physiologie, de la perception, quoi. Hein. Très troublant. Alors, vous voyez, pour nous c'est drôlement compliqué, parce que quand on demande aux témoins,
de caractériser le phénomène qu'ils ont vu dans le ciel. Pour caractériser la taille, et on est obligé de parler en taille angulaire. Alors la taille angulaire, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire combien de doigts il faut pour cacher le phénomène. Donc quand on leur demande, par exemple, si vous deviez cacher le phénomène, combien de doigts il vous aurait fallu? Alors les gens disent 2, 3, etc. Et on leur pose la même question pour la Lune. Et donc s'ils disent 3 doigts et ils disent 3 doigts pour la Lune, on va en déduire que l'objet était gros à peu près comme la Lune, c'est-à-dire moins que le petit doigt, enfin moins en taille angulaire. Vous voyez, c'est compliqué parce que la vérité scientifique là-dedans... Bon. Donc on est obligé quand même de faire des approximations, parce que sur ces histoires d'estimation de taille angulaire, c'est extrêmement difficile. Déjà, il faut que le témoin ait compris notre question, parce que pour beaucoup de gens, la notion de taille angulaire, c'est quelque chose un peu inimaginable. Donc on a trouvé ce truc de mettre les doigts en face, bon, ça donne une petite idée. Mais on a de très gros... énorme incertitude sur ces affaires-là. Énorme. Et typiquement, quand on a quelquefois des méprises avec la Lune. Donc quelquefois, quand la Lune est cachée, à moitié cachée derrière les nuages, par exemple, derrière l'horizon, vous voyez juste une forme qui peut être de soucoupe, hein, une chose comme ça, et les témoins vont nous dire, mais c'était gros comme 2 ou 3 fois la Lune. Et en fait, c'est la Lune qu'ils ont vue. On est sûr, parce qu'en termes de direction, tout ça, bon, on est sûr. Il n'y a aucun doute. Et très souvent, entre l'émotion, entre la mauvaise appréciation de distance, tout ça, ça fait que... voilà. Donc on a un travail très difficile, parce qu'il faut arriver à estimer ce que les témoins ont pu voir, sachant que ça a été grossi par leurs estimations et par leurs émotions. Voilà, alors j'en arrive. Alors un autre cas de gros biais interprétatifs. Vous savez, je suis toujours dans mon tableau de tout à l'heure, là je descends petit à petit donc là je suis dans la couche interprétation. Alors là, on a eu un cas assez extraordinaire d'un témoin donc, qui était en Moselle, là-haut je crois, et qui a passionné d'OVNI, il faut le dire, qui nous a fait une superbe vidéo d'assez bonne qualité où on voit ces points lumineux qui avancent tranquillement, se déplaçant un peu les uns par rapport aux autres, etc. Ce qui est pour nous une vidéo absolument caractéristique de lanterne thaïlandaise. Voilà. Donc quand on regarde la vidéo, au bout d'1 minute, celui qui a déjà vu des vidéos de lanterne thaï, plié. Bon. Sauf que, à la fin du questionnaire, qu'est-ce qu'on voit? Voilà ce qu'a perçu le témoin, ce que décrit le témoin. Donc il nous fait le vaisseau de Star Trek, quoi, hein. Il nous fait le vaisseau de Star Trek avec des conduits, des bases de la navette, il y a des lumières partout, enfin voilà. Et pourtant c'est lui qui a pris la vidéo. Pourtant c'est lui, c'est le même qui a pris la vidéo et alors il dit, moi sur ma vidéo on voit pas bien, mais en vrai c'était ça. Hein. En vrai c'était ça, ce qu'il y a sur la vidéo, on voyait que les lumières, mais en vrai c'était ça. Alors, l'idée c'est pas de décrédibiliser le témoin, mais c'est de comprendre que c'est quand même difficile. Imaginez qu'on n'ait pas eu la vidéo. Et il y a quelques années, on n'avait pas beaucoup de vidéos. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire à quelqu'un qui nous rapporte ça? Ça finissait en cas inexpliqué, hein. Ça finissait en cas inexpliqué, ça, forcément. Et quand même vachement étrange, quand même. Vachement étrange. Voilà un peu la difficulté des affaires. Alors avec les vidéos, effectivement, ça permet de remettre un peu des choses un peu à leur place. Voilà, donc là je rentre dans d'autres petits exemples. Alors là, je suis la série... bon, ça c'est un avion, hein, c'est une photo d'avion. Bon, pour vous dire que les triangles lumineux avec un point rouge qui clignote, ça peut être des avions. Voilà. C'est pas forcément toujours ça, mais ça peut. Un cigare volant, ça c'est qui s'avère être un avion, au coucher du soleil. Hein. Vous voyez, au coucher du soleil, on voit, donc sur la photo précédente,
Vous voyez, on voit pratiquement qu'une forme de cigare. Les ailes sont pratiquement invisibles. La dérive, là, on ne la voit plus, puisqu'elle était peinte à une couleur pas très claire, donc on ne la voit plus. Donc, c'est devenu un cigare, notre avion. La fameuse traînée au coucher du soleil, je crois qu'on en a parlé déjà, hein, je crois. Et c'est vrai que quand on voit une traînée comme ça verticale, on a la certitude que c'est un truc qui descend à la verticale. Je l'ai vu, et dans l'autre sens, on a l'impression que ça monte à la verticale. Alors qu'en fait, c'est qu'un effet de perspective. Hein. La traînée, elle est bien parallèle à la Terre, hein, donc elle est comme ça. Mais comme elle est très loin, on la regarde comme ça et on croit qu'elle est comme ça. Donc là, on a quelques vidéos assez étonnantes là-dessus. Les premiers cas sur lesquels je suis tombé, là, extrêmement spectaculaires, c'était des vidéos prises au Maroc. J'ai l'impression que quand on s'approche de l'équateur, c'est encore plus spectaculaire, parce que les vidéos les plus spectaculaires que j'ai, c'est du Maroc et de Guadeloupe, où on voit, je ne sais pas si c'est l'atmosphère qui fait ça, j'en sais rien, mais c'est bien plus spectaculaire que ça. On voit deux traînées comme ça. Bon, je ne sais pas trop, il faudrait parler à un spécialiste météo. Mais les premières que j'ai vues, j'étais persuadé que c'était un truc qui tombait, quoi. Et j'ai recherché des satellites qui tombaient, des trucs comme ça. J'ai rien trouvé, bien sûr. Et voilà, donc c'est effectivement assez étonnant. Voilà. Autre exemple d'avion, vue de face. Donc ça, c'est des photos que j'ai faites moi-même dans l'axe de l'aéroport de Blagnac. Donc vous voyez ça, donc ça ce sont des avions. Hein. À l'œil nu, on ne voit absolument pas les clignotants. Hein, puisqu'on est dans l'axe, les feux de piste sont extrêmement puissants. Et donc on les voit, j'ai fait l'estimation à partir de 20 ou presque 30 km quand on est dans l'axe. Hein. On les voit, on n'a pas du tout l'impression qu'ils se rapprochent, parce que le rapprochement relatif est faible. Hein, quand ils passent de 20 à 19 km, à l'œil, vous ne vous rendez pas compte. On ne voit pas du tout les clignotants. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit des points blancs qui descendent, comme ça, et qui vont rejoindre la piste qui est là. Et comme ils sont le soir, aux heures où ils atterrissent tous à la queue leu-leu, là, toutes les 2 minutes, vous voyez un chapelet de points lumineux qui descend là. Toum, toum, toum. Voilà, c'est des avions. Voilà, bon, ça c'est un avion, c'est facile, c'est une traînée d'avion, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Petit quiz, qu'est-ce qu'il y a une idée? Qu'est-ce que c'était que cet avion qui s'amusait à faire des ronds? Alors je peux vous dire que je vous aide, il ne s'amusait pas. Dans quel cas est-ce qu'on peut voir ça? Alors moi j'avais pensé à des boucles d'attente au départ. Mais en fait, les boucles d'attente, ils les font à une altitude, je crois, où ça ne fait pas de traînée. Je crois qu'ils font plus bas. Et en plus, et puis les boucles d'attente, ils n'avancent pas, quoi. Ils restent comme ça. Donc c'est pas une boucle d'attente. C'est pas de la voltige non plus. Pardon? Non. C'est un amoureux qui a voulu écrire je t'aime à sa femme, et il n'est pas. Eh ben, c'est un avion qui va à la vitesse d'un vélo. C'est un relais de télécommunication pour relayer les vidéos d'une course cycliste qui était en Belgique. Le Tour de Wallonie-Flamand. Ouais. Wallon, pardon. Tour de Wallonie-Flamand. Voilà. Donc, bon, on en découvre tous les jours. Voilà. Et c'est des avions qui volent à 8000 mètres. Donc ils font un relais de télécom, quoi, un peu comme les satellites, machin. Et donc ils suivent le peloton, donc ils vont à la vitesse des vélos, donc il faut qu'ils... Voilà. Bon, une petite... autre chose qui peut faire des drôles de phénomènes, c'est les animations lumineuses. Alors les trucs de boîte de nuit, ils sont bien connus, hein, c'est assez fréquent. Là, c'était l'inauguration d'un pont à Lyon. Et en fait, vous voyez tous ces faisceaux là ont été vus à 11 km. À 11 km. C'était un jour où il y avait du vent, un jour un peu comme aujourd'hui, vous voyez, des nuages bas, du vent du midi. Et donc les gens voyaient un balai lumineux, mais un balai lumineux qui ne pouvait pas être celui d'une boîte de nuit. C'était d'abord d'une telle ampleur qu'on ne voyait pas. Et
Sur l'heure, je suis bon là? Voilà. Petite histoire sur les méprises lune. Ouais, non, je passe, allez. Autre genre de méprise, alors ça c'est quand même beaucoup plus rare. Vous pouvez voir dans le ciel des halos lumineux comme ça. Alors je vous montre un autre exemple. Donc ça c'est une animation en time-lapse, hein. Ça a duré 2 minutes cette affaire. Ça s'est vu depuis l'île de la Réunion. Et ça c'est ce qu'on appelle les dégazages de lanceurs. C'est-à-dire quand les fusées et les lanceurs ont lancé leurs satellites, souvent il reste du carburant dans la fusée. Il reste une marge un peu, la réserve. Et ils la vident sans qu'il y ait combustion en fait. Et donc quand c'est dans l'espace, ça s'expanse à une vitesse colossale. Je fais le petit calcul, ça mesure 700 km le nuage là. Donc, avec Ipaco, là, j'ai fait 700 km. Parce qu'il l'a vu à 6000 km. Le nuage est à 6000 km. Voilà, donc, alors ça, c'est des choses qu'on voit plutôt pas loin de l'équateur, parce que la plupart des lancements de satellites se font dans le plan de l'équateur, mais il y a quand même des satellites, des lancements qui se font sur des orbites polaires. Mais enfin, pour en voir en Europe, je ne sais pas si c'est possible. Faudrait que je regarde le plan de vol d'Ariane. Enfin, les 3 cas qui ont été signalés, c'était toujours dans l'océan Indien. Voilà. Alors maintenant, je vais aborder un autre chapitre qui est l'histoire des bolides, les rentrées atmosphériques de météorites ou de débris, qui se présentent pour le témoin comme une traînée lumineuse extrêmement puissante, suivie ou pas d'une traînée. Alors, je vous ai mis ces petites statistiques en 2014-2015 pour montrer que c'est quand même relativement fréquent. Vous voyez, janvier, mars, 3 en mars, même 5 en mars. Oui, 5 en mars. Avril, enfin, grosso modo, une fois par mois, on a un signalement de bolides. Hein. C'est assez fréquent. Alors ces bolides, la plupart sont d'origine naturelle, c'est-à-dire c'est des cailloux, des petits astéroïdes qui rentrent dans l'atmosphère terrestre et qui rentrent à très grande vitesse. Hein. Ça rentre entre 15 et 60 km par seconde. Donc c'est des vitesses hallucinantes. Hein. Donc on est dans les 50 à 100 000 km/h, à peu près, enfin même plus que ça, 200 000. Voilà. Alors, pour essayer de caractériser ces phénomènes-là, il se met en place de plus en plus de caméras All Sky par des réseaux amateurs et professionnels. Donc il y a un réseau amateur BOAM, il y a les suricates qui en ont, et il se prépare un réseau piloté par l'Observatoire de Paris qui s'appelle Fripon. Donc, il va y avoir 100 caméras sur le territoire français, une toutes les 100 km à peu près. Et nous, on en a une au CNES, et une, alors elle n'est plus à Totavel d'ailleurs, elle est près de Castres, de ce modèle-là. Et des caméras qui marchent en permanence et qui enregistrent tous les phénomènes lumineux, puissants et rapides. Alors, voilà l'exemple un exemple de bolide. Alors ça, vous voyez par exemple, donc ça c'est un bout de la vue. La vue est circulaire en fait. Hein, c'est grand comme ça, l'image complète. Donc ça c'est un très gros bolide qui a vraiment éclairé le paysage. Voilà à quoi ça ressemble la vue caméra. Mais ce on s'en sert nous surtout, c'est pour restituer la trajectoire en 3 dimensions. Alors voilà un exemple d'un bolide récent, là, du 30 septembre, donc c'est tout neuf ça. Donc un qui a été observé par la caméra du Pic du Midi et par la nôtre à Toulouse. Et on a comparé, enfin on a les 2 caméras, calculé les angles de vue, et ça permet de déterminer où vraiment s'est passé le phénomène, voilà, qui a eu lieu entre 80 km et 30 km d'altitude.
Ce qui fait que ça a pu être vu simultanément depuis Bordeaux, Lyon, Perpignan et Toulouse. Tous ces témoins-là ont eu ça. Alors tous ces témoignages de bolides, comme c'est très lumineux, je vous ai dit, c'est interprété comme étant très près. Donc la quasi-totalité des témoignages de bolides, les gens disent que c'est à 1000 mètres d'altitude ou même quelquefois 300 mètres. S'ils le voient au ras de l'horizon, ils pensent que c'est juste en dessus de la colline, quoi. Si la colline fait 300 mètres, ils se disent que c'est 2 fois plus haut, donc ça fait 300 mètres en dessus de la colline. Alors qu'en fait, ça se situe peut-être à 400 km devant eux et à 80 km en dessus. Mais pour le témoin, c'est inimaginable. Et du coup, maintenant, avec ce système de caméra, on a la preuve qu'on peut avancer au témoin la preuve de vraiment ce qu'il a vu, du phénomène qu'il a vu. Et ça explique pourquoi aussi on a le même phénomène vu simultanément sur un territoire immense. C'est-à-dire sur toute la moitié de la France, en fait. Celui-là, on pouvait le voir, mais voilà l'histoire des bolides. Voilà. Alors j'arrive sur la dernière partie de notre exposé. Que faire en cas d'observation de phénomènes étranges? Si un jour vous voyez un truc bizarre dans le ciel, que faire? Voilà. Alors, déjà on va d'abord apprendre à observer. Quand vous voyez un point lumineux, est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est vraiment fixe? Est-ce qu'il se déplace lentement? Donc là il faut prendre des alignements. Vous mettez dans l'axe d'un bord de toit ou d'un lampadaire, ou voilà. Il ne faut pas raisonner en vitesse, en km/h, hein. Il faut raisonner en vitesse angulaire, c'est-à-dire de dire par exemple il a avancé de cet angle-là, qui mettons est peut-être 20 degrés, en 3 secondes. Voilà, ça c'est de l'information qui nous intéresse. Mais si vous nous dites qu'il volait à 300 km/h à 2000 mètres d'altitude, de toute façon on ne va pas vous croire. Donc... Par contre, si vous nous dites qu'il a fait le quart du ciel en 1 minute, ça, c'est de la bonne information pour nous. Donc, raisonner en vitesse angulaire. Si c'est quelque chose qui passe, comptez en secondes. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Parce qu'après, avec l'émotion et tout ça, si on ne fait pas ça, on fait des erreurs énormes. Voilà. Ensuite, apprendre à reconnaître un avion, un satellite, des lanternes, un bolide, un laser. Bon, maintenant, avec ce que je vous ai appris, vous savez faire. Photographier ou filmer la nuit. Alors ça, c'est une science. Sachez que faire une photo de nuit, c'est très difficile. Alors, beaucoup de photographes amateurs le savent très bien faire, hein, mais si vous n'êtes pas photographe amateur, c'est un truc difficile. Et en particulier, faire une photo de nuit avec un machin comme ça, on peut essayer, hein, ça fait des trucs, mais il ne faut pas attendre des merveilles. Et surtout, il ne faut pas penser que l'engin en question va voir mieux que vous. C'est-à-dire, beaucoup de témoins qui prennent une photo avec ça, de Vénus, d'une lanterne, je ne sais pas quoi, puis après ils zooment sur l'appareil, sur l'ordinateur. Ils zooment et alors on voit le bruit numérique, on voit du flou, on voit, c'est très joli hein, d'ailleurs, hein, ce qu'on voit, mais c'est pas du tout ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'avec ça, on voit un tout petit bout de ce qu'on a vu à l'œil, mais pas plus en tout cas, infiniment moins. Mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion et si vous avez que ça sous la main, eh bien c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce que déjà ça va vous donner l'heure, déjà, l'air de rien, c'est pas mal. Si vous avez le GPS activé, ça va vous donner le lieu. Donc déjà, nous, quand on a l'heure et le lieu, on est déjà bien content. Voilà. Et puis ça va donner quand même une petite idée de la puissance lumineuse intrinsèque du truc. Parce que nous on sait quand même, on sait que sur une lanterne taille par exemple, avec ça, ça fait un petit point quoi. On sait que ça fait un petit point. Bon, mais on voit pas plus que ça, mais voilà. Bon, donc ça nous donne une idée quand même. Donc c'est mieux que rien quand même. C'est mieux que rien. Enfin, il ne faut pas attendre des merveilles. Et alors par contre, même si vous utilisez ça, et a fortiori des appareils plus gros, il faut vous caler, parce que ça fait des pauses longues, hein, ça fait des pauses de 1, 2 ou 5 secondes. Donc là, il faut se caler sur n'importe quoi, hein, mais, parce qu'à main levée, là, c'est catastrophique. Hein. Voilà. Donc, il faut bien se caler. Bon, évidemment, si vous avez un gros téléobjectif grand comme ça, évidemment, c'est idéal. Mais généralement, le temps de le mettre en place, de régler tout, c'est fini. Voilà.
L'estimation de distance, j'en ai parlé, donc à la limite, il ne faut même pas essayer d'estimer les distances. Sauf éventuellement si on peut borner le truc. Si vous avez quelque chose qui est devant une montagne, bon là, c'est intéressant. On sait que c'est plus près que la montagne, mais sinon on ne peut pas. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez fini votre observation, il faut retranscrire fidèlement et aussi vite que possible. Alors quand je dis aussi vite, c'est vraiment dans la minute. Hein. Dans la minute, prenez papier et crayon, la date, l'heure, un schéma, position du phénomène dans le paysage. Vous pouvez faire une photo a posteriori le lendemain, déjà, même ça donne les lieux, ça donne... vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y avait un lampadaire dans le champ de vue. Les formes, dimensions, les bruits, odeurs éventuellement, les autres éléments, bon, des traces. Si jamais il y a des traces, ne perturbez pas la zone. Hein, donc, voilà. Et ensuite, avant d'écrire au GEPAN, vous faites votre recherche vous-même. Mais les recherches, il ne faut pas aller sur Google et chercher OVNI. Il faut aller sur Google et chercher identification OVNI. Vous allez sur le site du GEPAN avec un petit guide qu'ai-je vu, où on vous explique les méprises les plus fréquentes. Voilà. Comment on reconnaît les bolides, les lanternes, les avions et tout ça. Voilà. Et après, si vous n'avez pas trouvé tout seul, à ce moment-là, voilà. Mais ce que font beaucoup de témoins, l'observation typique, je vais vous dire, les gens voient un truc, ils prennent une photo avec ça, après ils vont sur l'ordinateur, ils zooment à fond, ils voient un feu d'artifice de couleurs qui sont pas du tout la réalité, mais bon. Après ils font Google OVNI, ils passent la nuit à visionner les vidéos d'OVNI les plus folles que vous avez pu voir, et après ils font un rapport au GEPAN. Vous imaginez la gueule du rapport. Voilà. Voilà. Et donc, ben on arrive. Donc, si le phénomène s'avère étrange, donc on témoigne vite. Hein. Vous choisissez le questionnaire qui va bien. Si vous avez fait une observation très étrange, on vous enverra en gendarmerie. Sinon, on vous en dispensera. Et si vous êtes dans des zones... voilà. J'ai fait le bonus ou pas le bonus? J'ai le temps du bonus? Oui, on fait le bonus. C'est fini après. Ouais, oui, il faut le bonus. Bon. Alors, le bonus de la conférence, j'ai ressorti une vieille histoire. Vous savez que récemment, là, il y a une étoile qu'on a... Kepler. Alors, Kepler, qui a un nom grand comme ça, on a trouvé une occultation étrange et non périodique. Qui fait penser qu'il passe quelque chose entre l'étoile et nous. Alors, il y a eu des hypothèses les plus folles qui ont été émises. Et j'ai comparé ça avec une histoire qui est restée comme le premier OVNI photographié en 1883 par un astronome qui avait fait une photo du Soleil et qui a vu donc sur ces images du Soleil des points noirs, des objets qui étaient passés donc entre le Soleil et la Terre. Voilà. Et c'est resté une énigme. Donc on a, dans les bouquins d'OVNI, c'est un des bouquins sur les OVNI, on dit c'est le premier OVNI photographié. Voilà. Bon, et il y a une solution qui est proposée, elle n'est pas sûre, mais enfin, elle est proposée. Donc c'est un autre astronome du Mexique aussi qui s'est planché sur ce cas et qui a... Voilà, c'est un apprenti astronome. Voilà, selon eux, la description que fait leur prédécesseur serait celle de fragments gigantesques d'une comète qui à l'origine devait peser 1 milliard de tonnes. D'après le professeur Monterola, plus de 3000 morceaux sont passés dans un rayon compris entre 600 et 8000 km de la Terre. Un grain de sable, mais si c'était tombé sur la Terre, il y aurait probablement une catastrophe gravissime sur la Terre. Alors c'est amusant parce que à la fois on explique cette photo énigmatique, et à la fois on se fait froid dans le dos parce qu'on s'aperçoit que la Terre a échappé à une catastrophe absolument colossale. Voilà. Et là, j'en ai fini. Donc, si vous voulez continuer, vous pouvez ça sur le web. Voilà. Merci de votre attention. Je vous propose 10-15 minutes de questions-réponses. Si quelqu'un a des questions, je vais faire passer le micro par rapport donc à la vidéo pour avoir le son, donc ce n'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour avoir un son correct. Oui, bonjour. Lorsque vous avez éliminé pas mal de dossiers,
vous en reste toujours certainement. Oui, oui, oui. Et que faites-vous de ces dossiers? Eh bien, on se contente de les classer inexpliqués et on les publie sur le web. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors pourquoi on les publie? Déjà pour montrer qu'on cache rien, hein, et deux, dans l'espoir aussi que des gens complètent ces dossiers, soit ajoutent leur propre expérience, soit proposent des explications aussi. Ça c'est arrivé aussi. Voilà. Mais ensuite, on ne sait pas trop quoi faire d'autre finalement de tous ces cas inexpliqués qui sont assez divers les uns les autres. Hein. Enfin, moi, je dis souvent, ma conviction personnelle, c'est qu'il y a autant d'explications que de cas, quoi. Voilà. Que de cas inexpliqués. Je ne pense pas qu'il y ait une explication unique à toutes ces énigmes. Voilà. Et parmi toutes les explications, moi, je suis ouvert à toutes les hypothèses. Hein, mais voilà. J'aurais donc une deuxième question, oui, si vous voulez bien. Justement, si je vous pose la première question, c'est parce que dans beaucoup de forums, on s'aperçoit que des personnes, je dirais, ufologues, regrettent que le GEPAN ne fasse pas assez d'enquêtes sur le terrain. Oui, alors c'est vrai, on n'en fait pas assez. Hein. Donc c'est une critique que j'accepte. Alors pourquoi on n'en fait pas plus? La raison essentielle, c'est que moi j'hésite à envoyer un enquêteur sur un cas s'il n'y a pas un certain niveau d'étrangeté. Alors, je vais parler du cas de Tanteling, là, justement, qui est un cas que quelqu'un que vous connaissez peut-être m'a reproché de ne pas avoir enquêté sur place. C'est un excellent exemple, celui-là. Au vu de la vidéo, si vous voulez, n'importe quel ufologue qui a son premier degré voit que c'est des lanternes taille. Donc pour moi, ça suffisait, quoi. Bon, par contre, je l'ai mis en catégorie B, parce que je ne suis pas allé vérifier, je n'ai pas trouvé qui l'avait lancé, etc. En envoyant un enquêteur, j'aurais pu trouver qui c'était. Voilà. Enfin, peut-être, j'aurais peut-être pu trouver, pas sûr. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc il y a une espèce d'économie de moyens, si vous voulez. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent, mais voilà, les enquêteurs, si vous voulez, quand je les envoie sur des affaires de lanterne, ça les amuse une fois ou deux pour se chauffer, mais à la troisième, bon. Voilà. Donc voilà un peu pour... voilà. Mais c'est vrai que il faudrait qu'on en fasse plus, oui, il faudrait qu'on en fasse plus. Donc c'est une critique que j'accepte tout à fait. C'est une affaire de temps, d'économie, de trucs comme ça. Voilà. Parce que lancer sur une enquête, mettons typiquement l'histoire Tanteling, quand je l'ai classée, moi ça m'a pris un quart d'heure. Hein. J'ai regardé la vidéo, j'ai vérifié la météo pour voir que le vent soufflait bien dans le bon sens. Tac, tac, plié. Bon, si j'avais envoyé un enquêteur, il fallait que j'appelle le témoin. Lui demander s'il voulait bien recevoir un enquêteur. Appeler l'enquêteur, savoir s'il était disponible. Ensuite, lui transmettre le dossier. Ensuite, attendre un mois ou deux, le relancer, parce qu'il n'a pas fait le dossier à temps. Relire ce qu'il va me renvoyer. Bon, relire, corriger les fautes d'orthographe, les fautes de présentation, remettre au standard GEPAN, anonymiser. Tout ça. Donc, tout ça, c'est du temps, quoi. Pour quelque chose qui est... Bon, une fois publié, ça ne va pas intéresser beaucoup les gens de lire le dossier d'enquête de Tanteling, hein, ça ne va pas trop... Donc voilà pourquoi on n'en fait pas beaucoup plus. Mais c'est une critique que je dirais, ça fait partie des critiques que j'accepte volontiers d'entendre, en tout cas. Voilà. Une autre question. Bonjour. Alors en fait, je voulais savoir, je trouve très bien en fait votre information concernant les observations, parce que ça peut intéresser du monde. On pourrait croire que vous voulez décrédibiliser le sujet. Non, mais laissez-moi terminer. On peut penser que vous voulez décrédibiliser le sujet, mais moi je comprends que c'est pas du tout le cas. Au contraire, je suis sûr que même vous-même, vous pensez que les ovnis existent, quoi. Moi j'aime bien les cas étranges. Voilà, enfin, ovni dans le sens objet non identifié, simplement. Quoi. Mais ce que je voulais dire, voilà, les gens en général, quand ils voient un objet, ont tendance à interpréter. C'est-à-dire qu'avec ce qu'ils connaissent, ils vont interpréter. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, comme la plupart du temps, vous avez des explications par vos connaissances, d'interpréter une observation et qu'en fin de compte, quelques mois ou quelques années plus tard, vous vous rendiez compte que ça colle pas du tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. Il y a des cas que j'ai reclassés. Tout
tout seul. Voilà. Non, on n'est pas infaillible au GEPAN. Hein. Donc c'est aussi une forme d'interprétation dans le sens scientifique, mais... On n'est pas infaillible et on peut se fourvoyer. On peut se fourvoyer. Je vais vous dire, moi je me méfie de moi-même. Vous avez des cas comme ça, par exemple, où que, par exemple, vous vous êtes dit, voilà, il y a eu une rentrée de satellites en telle période, et que, en fin de compte, par exemple, quelques mois après ou quelques années après, vous vous êtes rendu compte que, parallèlement à ce phénomène, il y a eu un autre phénomène qui est arrivé, mais enfin, il y a eu autre chose, parce qu'en fin de compte, ça ne collait pas du tout. Par exemple, je veux dire, il y a des cas comme ça où ça ne colle pas, quoi. Il y a des choses, par exemple... par rapport à la taille, ou je sais pas, où il y a eu des relevés radars, et ça n'a pas du tout collé, ou ça vous est déjà arrivé? Il y a des cas où on s'est planté, hein. Oui. Et il y en a sûrement dans les publiés où il y a des erreurs. Voilà. Moi, j'ai eu... il y a des cas même, des cas que j'avais traités, que j'ai reclassés moi-même. J'avais un cas que j'avais classé inexpliqué, quelqu'un qui décrivait un point lumineux qui avait fait comme ça dans le ciel. Voilà. Bon, en fait, c'était l'ISS. Il a vu passer l'ISS, mais il l'a décrit avec une ligne brisée. Voilà. Donc, je l'ai classé d'abord inexpliqué. Et à l'inverse, il y a des cas que j'ai classés lanternes, qui n'en étaient pas. Tout ça parce que j'étais tombé sur une série de lanternes. Il y a des saisons pour les lanternes. Au mois de mai, au juin, là, ça y va à fond. Donc, on en reçoit un paquet comme ça. Donc, vous en traitez 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e témoignage, vous dites, tiens, je vais trouver une lanterne. Ça ressemble un peu. Crac, vous le classez lanterne. En fait, ça n'en était pas. Voilà, on peut faire des erreurs au GEPAN, et là ça fait partie aussi des critiques que j'accepte tout à fait, hein. C'est de dire voilà, vous vous êtes planté, c'est pas ça, etc. Alors, quelquefois je l'admets et je corrige, hein. Puis souvent quand même je maintiens ma position, je ne vous cache pas. Voilà. Je vais essayer d'être clair. Dans les cas non expliqués, est-ce qu'on reste au niveau de la vitesse dans la théorie restreinte de Einstein? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui se déplacent plus vite, ou à votre avis qui pourraient se déplacer plus vite? Parce que bon, si on fait ce raisonnement, forcément, ce qui est observé dans le passé, donc plus ou moins lointain, ça peut même se mesurer en années-lumière. Alors, voilà. Alors, sur cette histoire de vitesse, il faut être bien clair, hein. On ne parle que de vitesse angulaire. Tant qu'on ne connaît pas la distance du truc, tous ceux qui ont avancé des vitesses en kilomètres/heure, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils sont vachement forts. Moi, je suis absolument incapable de le faire. Voilà. Alors, vous avez, par exemple, des gens qui, à partir d'un témoignage comme le zigzag de l'ISS, se sont amusés à calculer des distances ou des vitesses à partir de la distance estimée par le témoin. Donc ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon. Vous avez, là je ne vous ai pas parlé, on a pas mal de cas type ISS. Alors je dis ISS, c'est bien l'ISS parce que c'est des trucs où on peut avoir la preuve formelle. C'est tellement brillant, on est sûr que le témoin il a vraiment vu ça. Bon, il y a des cas où le témoin décrit un départ à 90 degrés à une vitesse hallucinante. Et il y a des gens qui s'amusent à calculer ces vitesses, ça n'a aucun sens. D'autant plus que ce n'est même pas un départ, c'est une extinction. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne connais pas, mais sur tout l'ensemble des cas du GEPAN que j'ai, il n'y en a pas un seul où je peux estimer une vitesse. Pas un seul. Une vitesse en kilomètres/heure, j'entends. Hein. Je peux estimer des vitesses angulaires, oui. Mais en kilomètres/heure, il n'y a pas un seul où je peux estimer une vitesse. Donc, la question que vous posez, bien sûr, je ne peux pas y répondre. Puisque toutes les... Et moi, je dirais, je ne sais pas comment les gens qui ont calculé ces vitesses-là, comment ils ont fait. Enfin, moi, j'ai vu quelques exemples qui m'ont fait mourir de rire. Bon, mais je ne les ai pas tous vus. J'ai vu les exemples, voilà. Pourquoi ils m'ont fait mourir de rire? Parce qu'en fait, ils se sont basés sur une estimation de distance qui était fausse. Ce qui est normal. L'estimation de distance, elle ne peut pas être faite. Donc, voilà, je ne sais pas. Merci. Dans vos études, vous n'étudiez que les phénomènes visuels, vous étudiez aussi des informations qui vous proviennent d'informations radar. Des informations radar, oui, on a des traces radar. On a des traces radar. Oui, quelquefois on demande des traces radar. Un angle, un déplacement angulaire, mais vous avez aussi la distance. Donc à partir de là, vous avez la vitesse. Alors, la mesure de distance, on n'a pas forcément. Hein. Bon, on n'a pas forcément, parce qu'il faut avoir les radars, on ne font pas tout ça. Mais enfin, bon, souvent là. Mais alors, la problématique des radars, c'est que
les radars, ils sont faits pour suivre les avions. Bon. Donc, ils nous servent beaucoup plus à caractériser des observations d'avions qu'à caractériser les cas inexpliqués. Donc, j'ai quelques cas inexpliqués avec des traces radars qui pourraient correspondre, peut-être, mais généralement, je tombe sur des traces radars qui sont bizarres. Bizarres au sens, quand j'ai le Gus au téléphone, il me dit oui, ça doit être un faux écho, c'est une mauvaise mesure, enfin, c'est... Bon, voilà. Mais des cas où j'ai vraiment le radar en même temps dans la même direction que le phénomène, j'en ai pas, enfin depuis 4 ans, j'en ai pas eu. Vous êtes un organisme officiel? Oui, absolument, oui. Est-ce que les centres civils d'observation radar vous transmettent systématiquement les événements? Alors, les centres civils, je peux leur demander, mais je ne leur demande plus, parce que d'abord, j'étais très long à répondre, j'avais beaucoup de mal à demander une énergie folle pour avoir des infos. Et maintenant, il y a des sites comme Flight Radar et des trucs comme ça qui mettent en ligne tous les trafics commerciaux, donc qui résolvent 95% de nos problèmes. Vous avez l'information loguée des radars civils de tout le monde, de l'espace aérien. Mais vous aussi, vous pouvez l'avoir. D'accord, sur des sites internet. Ouais. Comme on a le trafic aérien en temps réel. C'est ça, c'est bien ça, c'est ça dont je parle. D'accord. Non, mais là, vous avez... trafic civil, hein. Oui, une visualisation des trajets, oui. Mais quand vous avez une information radar, vous n'avez pas l'ensemble des tâches qui ont été référencées. Si la tâche n'est pas référencée, elle ne va pas rentrer dans le trajet. Ah bien sûr, oui. Alors, par contre c'est les militaires. Les militaires, eux, ils ont tous les avions, civils et militaires. Donc, pour investiguer du trafic militaire, il faut que je demande aux militaires. D'accord ? Avec Flight Radar, je ne les ai pas, les avions militaires dessus. Hein. Mais sur les traces radar des militaires, il y a les avions civils, il y a les militaires et il y a d'autres trucs. Voilà. Tout ce qui n'est pas catalogué. Voilà, c'est ça. Alors les autres trucs, sauf que chaque fois où je suis tombé dessus, je suis 2-3 fois dessus, c'est toujours des trucs de qualité de signal très, très mauvaise. Parce que quand on est... des échos faibles qui décrochent, enfin bon... Quand on voit certaines émissions sur l'ufologie, c'est agréable à regarder, c'est original, hein, c'est comme un film. Oui. De temps en temps, on tombe sur des témoignages de contrôleurs aériens avec des enregistrements d'informations radar. Oui. Et là, on a l'impression d'avoir des gens extrêmement sérieux et compétents qui donnent des informations inexplicables. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer ces phénomènes. Parce qu'expliquer qu'un observateur lambda a mal évalué ses distances, on arrive à des conclusions aisées. En tout cas, votre expertise pourra casser facilement les témoignages. Mais ces témoignages qui sont basés sur des relevés techniques, c'est ceux-là qui sont intéressants. Et oui, on est bien d'accord. Et votre expertise voilà. peut aider aussi la difficulté, c'est que... bon, alors déjà, ces cas-là, ils sont très très rares. Hein. Moi, sur 4 ans, j'en ai... je crois que j'en ai 2. Et encore... Je vous dis, c'est des traces bizarres, mais qui n'ont probablement pas de rapport avec ce qu'a vu le témoin. C'est-à-dire que le témoin, il voit un truc là, moi je demande une trace radar sur toute la zone, et je vois une trace bizarre à l'autre bout, quoi. Alors quand je dis bizarre, ça veut dire que c'est une trace qui ne correspond pas à un avion, quoi. Voilà. Mais quand j'interroge moi mon homologue à l'armée de l'air, il suspecte des erreurs de mesure généralement. Alors je ne sais pas s'il le fait sincèrement ou s'il le fait par incompétence ou il le fait parce qu'il me dit ça parce qu'il n'a pas l'autorité. J'en sais rien en fait. Parce que dans l'armée c'est assez fragmenté, hein, donc chacun ne connaît que ce qu'il a en savoir, comme on dit. Voilà. Donc en fait, si on voulait vraiment pousser ces affaires-là, et ça vaudrait le coup de le faire le jour où on a vraiment du visuel qui correspond bien à une trace vraiment identifiée, et ça pour l'instant moi j'en ai jamais eu, il faudrait remonter à la mesure brute du radar et choper un vrai spécialiste radar, pas un opérateur qui se contente de demander des tracés,
Et là, on pourrait faire du travail un peu sérieux. Et moi, j'ai pas eu de cas suffisamment probants pour lancer ce niveau d'expertise. Voilà. Merci. On va faire Xavier Passot sera présent avec nous ce soir, il est disponible. Je vais faire une dernière question de monsieur, et ensuite je conclurai. Monsieur Passot, le GEPAN, il a une compétence nationale ou simplement sur le sud-ouest? Ah non, national, c'est national, hein. Voilà, national. Voilà. Et Outre-mer, hein, jusqu'à l'Outre-mer. Voilà, donc on a des cas à La Réunion, là il est arrivé un cas à Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe. On a un enquêteur en Guadeloupe, ou Martinique, je confonds toujours. On a un enquêteur en Nouvelle-Calédonie, et voilà, en Outre-mer, c'est tout ce qu'on a. On a en Corse, mais c'est pas Outre-mer, ça, c'est la Corse. Pour conclure, je vais poser une question. Comment devient-on directeur du GEPAN? Et la toute dernière, vous êtes venu au village sur ICAT en tant que représentant directeur du GEPAN. Ce serait la toute dernière question. Pourquoi? Parce qu'on vous a invité, mais pourquoi? Voilà. Comment devient-on directeur du GEPAN et votre venue? Voilà. Alors, première question, comment on devient directeur du GEPAN? Alors, la question est d'actualité parce que ma succession est en cours. Voilà. Donc, je vais vous dire comment ça s'est passé pour mon successeur et comment ça s'est passé pour moi. Donc, quand le poste se libère, il est affiché au CNES et qui postule qui veut. Tous les gens qui sont à l'intérieur du CNES, hein, parce que c'est toujours des recrutements internes, peuvent dire « je veux bien être directeur du GEPAN ». Alors, moi, quand ça m'est arrivé, je l'ai fait. Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que, par curiosité, je me suis aperçu que dans ce domaine de l'ufologie, c'était extrêmement difficile d'avoir de l'information de première main. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de livres militants pour un parti ou pour l'autre. Et je me suis dit, au GEPAN, tu auras accès à vraiment de l'information de première main et tu te feras une opinion sur la question. Voilà pourquoi j'ai candidaté. Et j'ai été retenu parce que j'avais une grosse expérience d'astronome amateur et aussi de photographe amateur. C'est-à-dire une grosse expérience de l'observation du ciel et de l'observation en général. Voilà. Voilà un peu comment ça se passe. Hein. Donc, vous faites candidate qui veut et est choisi celui qui a les compétences, soit professionnelles, soit extra-professionnelles, qui paraissent aller le mieux pour le poste. Voilà. Et la deuxième question, donc pourquoi est-ce que je suis ici? Alors j'aime beaucoup le réseau sur ICAT parce que c'est des gens qui observent le ciel. Voilà. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Je suis consterné quand je reçois des témoignages de gens qui ne savent pas reconnaître Vénus. Le pire que j'ai reçu, c'est une dame de 70 ans, donc on ne peut pas dire qu'elle a été victime de la méthode globale, hein, donc qui voit un croissant lumineux, ce que lui signale sa petite fille, et elle écrit même, ça ne pouvait pas être la Lune, parce que la Lune se lève et se couche de l'autre côté de la maison. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui a 70 ans et qui pense que la Lune se lève à l'est et se recouche au même endroit une fois qu'elle a monté suffisamment. Voilà. Alors, bon, voilà. C'est des genres de cas qui me navrent. Ouais. Bon. Et donc je me dis que le réseau sur ICAT, ça donne l'occasion d'observer ensemble, ce qui est déjà un très grand plaisir, d'observer le ciel ensemble, apprendre à reconnaître les phénomènes lumineux, regardez qu'il nous passe plein de trucs en dessus de la tête, faites l'expérience d'observer, regardez tout ce qui vous passe en dessus de la tête, vous serez bluffé, vous verrez que c'est plus intéressant que la télé. Et une fois qu'on a une bonne expérience de la connaissance du ciel, on peut faire de l'ufologie sérieuse. Si on n'a pas d'expérience d'observation, voilà. Donc pour moi c'est la première leçon, la première expérience de l'ufologie. Merci Xavier. Voilà.